Jeudi 24 octobre 2019, 20h. Bonsoir, bienvenue à tous. Au menu de cette édition, une table ronde sur la problématique de l'éclairage public. Elle se tient depuis ce matin à Cotonou, une initiative conjointe du ministère de l'Énergie et l'Association nationale des communes du Bénin. Le projet asphaltage est parti pour rendre la cité de Nanto plus belle que jamais. Grâce aux travaux d'aménagement des routes, Nati Tengou, la ville touristique du Septentrion, prend un nouveau souffle pour rendre plus agréable les randonnées touristiques. La Haute École de Commerce et de Management place un os de porcelaine sous le signe de l'excellence. Au nombre des activités organisées pour commémorer l'événement, un colloque intellectuel sur la digitalisation des entreprises africaines. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant qui revient au ministère de l'Eau à l'issue de la mission conjointe Banque arabe pour le développement économique en Afrique et Fonds saoudien de développement. L'annonce a été faite par les membres des deux délégations à l'occasion d'une séance de travail. Plus de précisions avec Jérôme Humbo et Bénédicte Possou. Ils sont venus également pour annoncer une bonne nouvelle pour le ministre de l'Eau. Il s'agit d'une subvention de 3 milliards, subvention non remboursable, pour le forage des puits en milieu rural. C'est une mission d'évaluation technique conduite par le chargé de mission du chef de l'État, Dr Zulkifl Salami. Il s'agit au ministère de l'Eau de fournir des informations nécessaires à la rédaction d'un rapport d'évaluation bancable. Une présentation par les experts a été faite à cet effet. The presentation was about the Saudi export program and the facilities that we provide to both. Nous avons exposé sur le programme d'exportation saoudien les facilités que nous offrons au secteur public et privé. Nous pouvons faire des transactions avec les sociétés gouvernementales et les banques, fournir nos services bancaires en offrant une ligne de crédit à leurs partenaires. Nous avons un appui de 3 milliards de francs que nous sommes en train d'affecter au secteur de l'eau en milieu rural pour un projet spécifique qui concerne les écoles à cantine. En dehors de ça, nous avons échangé également sur des questions de financement avec la SONEB en milieu urbain, avec également l'Agence de l'eau pour les quelques projets qui n'ont pas encore un financement entièrement bouclé. Donc les gens vont se poursuivre avec ces structures, que ce soit la SONEB ou l'Agence de l'eau, pour que nous puissions donc capter ce qui est possible. Ces différentes réalisations viennent renforcer la position du Bénin en matière de réalisation des ODD, Objectifs de développement durable. L'objectif de développement durable, c'est de 2030, mais demain en 2021, le ministre de l'Eau l'a souligné, le Bénin sera déjà au rendez-vous. Et ça, c'est tout à l'honneur de notre pays, c'est tout à l'honneur du chef de l'État qui conduit cette barque avec sérénité, beaucoup de sagesse, de leadership et d'expérience. L'appel que moi, je dois lancer, c'est de demander aux chefs de département, sous l'impulsion de leur ministre, de se tenir réellement à la disposition de la mission pour faire le travail technique nécessaire afin que les rapports bancables puissent sortir de cette mission et que rapidement, dans 2 ou 3 mois, les conseils d'administration approuvent les financements. L'eau, c'est la vie. Cette contribution de la BADEA et du FSD au programme d'action du gouvernement trouve tout son sens et c'est le Bénin qui peut s'en réjouir. Le dossier asphaltage de ce 20h nous amène à Nati Tengou. Ici, 36 km de routes sont à réaliser suivant le programme d'action du gouvernement au travers du projet asphaltage. Et pour l'instant, 13,78 km sont déjà en cours d'aménagement dans cette ville touristique du Septentrion. De quoi lui redonner un nouveau souffle pour relancer de plus belle le tourisme qui s'y développe. Zoom sur les travaux en cours de réalisation et appréciation des populations de la cité de Nanto. C'est un reportage magazine signé Ronald Robinson et Judicaël Ayena. Quand les travaux seront terminés, ce serait super. De partout, les gens viendront voir Nati Tengou. En attendant la relance du tourisme dans Nati Label, on y compte 19 rues en cours d'aménagement, 12 rues à bitumées et 7 à pavés pour la première phase du projet asphaltage.
Sur les 36 km environ de route à asphalter dans la ville de Nati Tengou, cette première phase du projet déployé sur environ 14 km a démarré en août 2018. Outre la perte de temps liée aux difficultés rencontrées par l'entreprise chinoise avant son installation, le climat impose son dictat sur les travaux des différents chantiers. Malgré les pluies, les travaux qui peuvent être faits sont en cours. Probablement fin février, nous aurons notre joyau et ce serait la fin de la première phase. Comme Ferdinand, fasciné par la réalisation de ces rues, les populations de la cité des Nantos suivent de près ces travaux, longtemps espérés. Les mots me manquent pour remercier le chef de l'État, le chef du gouvernement pour cette initiative. Si on m'avait dit un jour qu'à cet instant je serais debout en train de regarder ces travaux, je ne vais pas accepter. Il nous a beaucoup aidé. Ça nous permettra d'atteindre facilement nos zones d'activité et d'accroître nos revenus. Vraiment, je remercie beaucoup le gouvernement. Presque tous les bons sont gâtés. Mais avec l'asphaltage, ça va. Ils sont là. Après le contrôle, on casse, on reprend. Là où nous sommes là, ça a été déjà remblayé comme vous voyez. Mais la première pluie a déjà tout ramené dans le marigot. Certainement que c'est l'une des raisons qui fait que ça traîne. C'est une très bonne initiative du gouvernement. Ça va désenclaver Nati Tengou, qui est un relief très accidenté. Le seul goudron qui est natif, c'est ça. On en a de trouver à la Tangueta, n'importe là, ça soit le seul goudron. Mais actuellement, comme ils sont en train, les émigrants nous trouvent, on est à l'aise. Non, monsieur Talon a bien pensé de Nati. On voit que dans son temps, tout est joli. Dans ça, on peut lui dire merci et que Dieu lui donne longévité. Moi, je travaille plus pour les personnels. Et dès qu'ils viennent, ils vous disent, j'ai un problème, tu regardes, c'est l'amortisseur qui est gâté, c'est les bras qui sont cassés, les rotules, les défaillances. Bon, en plus les synablocs. Ça va mieux maintenant parce qu'ils sont en train de nous faire les routes un peu. Depuis le temps de Kérokou, on n'a jamais eu ces bons. C'est grâce à Talon qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça serait une grande ville de beauté. Avec l'arrivée de Talon, moi je suis très fier de lui. C'est un bon président et c'est lui qui peut changer le Bénin. Et il est en train de nous changer aussi. Parce qu'avant, l'argent que j'ai gagné, j'ai gaspillé. Mais quand il est venu, il m'a appris comment me ressaisir et comment manger avec ma famille. Je suis très fier de lui. On lui souhaite une longue vie, de terminer le projet. Comme on nous avait annoncé qu'il y a un projet comme ça, moi j'avais dit qu'on doit m'appeler Saint Thomas. Parce que si je ne vois pas, je ne crois pas. Présentement, je suis en train de voir, ça me voit droit au cœur. Merci au président. C'est maintenant, moi, je sais qu'il y a un président pour le Bénin. Je n'ai pas dit que les autres présidents n'ont pas travaillé. Les autres présidents n'ont pas pris Nati Tengou en cœur comme M. Talon l'a fait. Vraiment, merci au gouvernement du président Talon qui a su mobiliser les fonds et a initié ce projet asphaltage. Que la deuxième phase de ce projet puisse prendre corps pour que toute la ville soit très belle. Prenons ça comme notre propre initiative, nos propres fonds. Et je crois que si nous prenons ça dans ce sens, nous allons sauvegarder ça pour un très bon moment. Par rapport à l'entretien des routes à livrer, les responsables religieux, plutôt subjugués par l'envergure des investissements, s'engagent à sensibiliser leurs proches et fidèles. Manque de goudron ou bien de voies, ça fait qu'aujourd'hui, là, à chaque jour que Dieu fait là, ce sont des accidents. Nous devons remercier beaucoup le chef de l'État. Il est en train de faire un bon travail puisque nous allons bénéficier de ça. Les tas ordures là, une fois jetés dans les caniveaux là, si l'eau n'a pas pu emporter, ça ne peut pas emporter. La sensibilisation là va continuer, on ne va pas laisser. La sensibilisation sera faite. J'ai vu notre mairie qui s'efforçait pour remblayer un peu chaque année, mais quand l'eau vient, ça balaye tout. Cette année, j'ai vu que c'est pompeux, ce qui se passe. C'est à haute dose. Nous pensons que Dieu a donné une bonne pensée au chef de l'État dans ce domaine des infrastructures routières pour que la population circule facilement. Merci au président, merci à son gouvernement. Ce que nous leur souhaitons, c'est la santé. Que dans tous les domaines de la vie sociale, il y ait beaucoup d'améliorations. Le projet asphaltage tient à cœur aux autorités locales. Ces dernières convient la population à la patience, accompagnent les travaux sur le terrain et s'organisent déjà
pour l'entretien des routes. L'avantage que j'ai, je suis géomètre et dans mon arrondissement, le nombre de kilomètres qui est prévu, ça a été respecté à la lettre. La seule chose que nous déplorons, c'est l'emprise des voies. Je pense qu'à la seconde phase, ils feront diligence pour que les voies soient légèrement plus élargies. Merci à son Excellence et à son gouvernement. Nous souhaitons que Dieu lui accorde la longévité, la force pour qu'il continue de penser toujours aux populations les plus démunies. Dès que les pluies vont prendre fin, il y aura une accélération dans les travaux. Les dispositions sont prises pour que lorsqu'on aura réceptionné ces infrastructures, que le conseil communal veille vraiment à l'entretien. Nanti-Tengou, ce n'est pas que 36 km, ce n'est pas exclu qu'on demande encore, même si c'est encore 20 km, pour que Nanti-Tengou soit totalement bouclé. Le gouvernement du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a une vision qui vient révolutionner le développement urbain de la ville de Nanti-Tengou. Et déjà, vous pouvez constater la dynamique urbaine en termes d'infrastructures qui sont en train d'être mises en place et dire que ce n'est que la première phase de ce projet qui est en cours de réalisation. Et déjà, la ville renaît. Le démarrage de la seconde phase du projet asphaltage est prévu pour novembre 2019 à Nanti-Tengou. Au vu de la prorogation de 5 mois que connaît la première phase, ce calendrier pourrait être réajusté. Le ministère de l'Énergie et l'Association nationale des communes du Bénin se donnent la main pour vaincre à jamais l'obscurité dans les villes du Bénin. Mais pour y arriver, il faut déjà comprendre ce qui ne va pas. Et à cet effet, une table ronde est organisée à Cotonou par les deux entités. Voici le reportage de Rebecca Kendiaoundé. Des artères plongées dans le noir, des lampadaires disponibles mais sans énergie, des villes éclairées, d'autres moins. Malgré les efforts des autorités centrales et des autorités locales que nous sommes pour endiguer ce mal, source d'insécurité dans nos communes, la plupart de nos artères restent plongées dans le noir. La gestion de l'éclairage public au Bénin a été transférée aux collectivités locales en 1999. C'est suite à l'adoption de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999. Mais aujourd'hui, cette gestion pose problème. L'Association nationale des communes du Bénin dit rencontrer d'énormes difficultés. Il faut donc trouver des solutions. C'est tout l'intérêt de cette table ronde. Cette table ronde sur la problématique de gestion de l'éclairage public par les collectivités locales est venue à point nommé quand on sait que la décentralisation, qui est entrée dans sa phase active depuis l'avènement des premières élections communales et municipales de décembre 2002 et de janvier 2003, est actuellement engagée dans un processus de relecture de ces textes fondamentaux, notamment la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC, le cadre juridique de la réforme de l'administration territoriale, l'élaboration des plans de décentralisation et de déconcentration et l'élaboration des plans départementaux de coordination des actions de développement, et ce dans le but d'accélérer le développement à la base. Cette table ronde sera également l'occasion de faire l'état des lieux des réseaux d'éclairage public dans les villes et campagnes du Bénin. Elle permettra aussi de se baser sur les difficultés rencontrées afin d'élaborer une feuille de route concertée pour la gestion durable de l'éclairage public. Il nous faudra, au cours de la rencontre de ce jour, mieux cerner les problèmes qui se posent, mieux les nommer, mieux les apprécier pour y remédier efficacement et durablement à la satisfaction donc de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes. Il faudra certainement mieux définir les responsabilités, les droits et les devoirs, les obligations des uns et des autres pour obtenir
de meilleurs résultats. Les recommandations issues de cette table ronde seront transmises au gouvernement pour validation. Parmi elles, la mise en place de mécanismes de financement pour le développement et la gestion durable des réseaux publics d'éclairage. Je vous remercie. Transformer la fermeture des frontières en une opportunité pour l'économie béninoise, c'est la vision du ministre de l'Agriculture qui compte impacter le secteur agricole avec notamment l'appui des cadres techniques et producteurs du périmètre risicole de Malanville par le projet d'urgence de production du riz. Suivant le reportage de William Tchouki. L'une des raisons pour lesquelles le gens l'a fermé au Mont Bénin, c'est parce que le Bénin sert de plateforme de réexportation de riz par rapport au Nigeria. Il restitue la vérité des faits à ses collaborateurs. Les gens ont reconverti l'argent du ciment en rizière. Ils veulent encore gagner bien sur ce marché. Et vous voulez plomber leur production. Vous n'êtes pas d'accord? Une vérité peut être amère, mais elle devrait nous servir de leçon pour changer de fusil d'épaule, lance le ministre de l'Agriculture. Le Nigeria nous a fermé ses frontières. Au nom de Dieu, moi, ça ne me fâche pas. Au contraire, ça décuple en moi une autre énergie pour faire mieux ce que nous avons commencé par faire. Un programme d'urgence de production de riz, 1 million de tonnes en 3 ans. Et nous voici dans le périmètre risicole de Malanville pour sa mise en application. Pour une variété donnée connaît ses caractéristiques. S'il y a un autre grain qui rentre dedans, les feuilles, la forme des panicules nous permet de savoir que c'est une variété étrangère. Il faut l'enlever. Ça s'appelle épuration. Ici, c'est un champ sémencier tenu par ce producteur. Disons, avec les 40 kilos, j'ai emblavé 1,50 hectare. D'accord. Oui. Ici, avec simplement 40 kilos, il a fait une pré-germination. Il a pris les plantules de 4-5 jours pour repiquer un plantule par pied. Ça fait une économie formidable. Rien qu'avec 40 kilos, il a semé 1,5 hectare. Les 40 kilos en conditions normales ne suffisaient pas encore pour couvrir 1 hectare. Donc voilà, mieux. Ce que nous venons de faire comme essai, c'est qu'à chaque pied où il a mis un plantule, nous avons maintenant au moins 20-22 talles, dont 18 talles fructifières. Si c'est comme ça, le coefficient de multiplication est élevé. Il n'y a aucun problème pour ça. Un seul grain de riz mis en terre et vous récoltez 2600 autres, soit 7 tonnes et demie de paddy à l'hectare, une prouesse reconnue par les différents cadres techniques. La production rizicole est mieux contrôlée en contre-saison même que la saison hivernage, puisque les questions d'étalage ne seront pas perturbées. Vous avez l'étal normal comme cela se doit, puisque vous avez le contrôle de l'eau. La maîtrise est totale ici, en dehors des grands aménagements qui nécessitent beaucoup d'argent. Ici, on utilise peut-être le quart, le cinquième de ce qu'on va utiliser à l'hectare. On a le même résultat. L'essentiel ici, c'est de pouvoir réussir les souchages. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, il faut réussir les souchages. Il faut accompagner le planteur donc à avoir le puits tubé. Et le reste est fait. Un projet d'urgence pour combler le besoin domestique en riz et même l'exporter. Dans les champs, les producteurs mettent déjà les bouchées doubles. On récolte, on décortique le paddy, les pratiques rudimentaires laissent place à la mécanisation. Cette batteuse peut battre plusieurs tonnes de paddy, peut sortir plusieurs tonnes de paddy dans une journée. L'ambition du gouvernement, c'est de produire en qualité et en quantité. Et le secret pour y parvenir, le voici. Il y a 4 principaux déterminants que nous devons satisfaire. Le premier, c'est pouvoir couvrir à 60% toutes les superficies sous riz par des semences améliorées. Quand nous avons fait une évaluation sommaire des semences disponibles, on
on a trouvé qu'on a un gap encore de 1500 tonnes que nous devons collecter pour la saison. Rapidement, nous avons fractionné en deux. Les programmes qui travaillent avec nous se chargent de 750 tonnes. Les agences territoriales qui ont le volet riz se chargent de 750 tonnes. Et on le fait proportionnellement aux superficies qui sont sous riz par agence territoriale, puisqu'ils ont les ressources pour ça. Pour arrimer cette volonté gouvernementale aux activités sur le terrain, il s'est tenu cette séance. Et nous sommes prêts à aider le gouvernement. On prendra des dispositions pour que ça marche correctement. Producteurs et cadres techniques ont tenu à lever quelques équivoques pour l'atteinte des objectifs. Ce jour 24 octobre, les Nations Unies fêtent le 74e anniversaire. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, par la voix du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, réaffirme les idéaux énoncés dans la Charte des Nations Unies il y a 74 ans et reste toujours dans la dynamique de maintenir la paix dans le monde. Voici un extrait du message publié par le secrétaire général des Nations Unies pour la circonstance. Dans le cadre de la célébration de cette année, l'équipe pays des Nations Unies a retenu de discuter avec les médias sur la réforme du système de développement des Nations Unies, la mise en œuvre de l'agenda de développement 2030 et des objectifs de développement durable au Bénin, mais tout ceci en lien avec nos actions en faveur des droits de l'enfant et de la jeune fille. La journée des Nations Unies nous offre l'occasion de réaffirmer les idéaux énoncés dans la Charte des Nations il y a de cela 74 ans. En cette époque de tumulte généralisé, la Charte reste notre point de repère et l'organisation reste déterminée à s'attaquer envers et contre tout aux véritables problèmes auxquels les peuples sont vraiment confrontés. Nous œuvrons en faveur d'une mondialisation équitable et d'une action climatique ambitieuse. Nous agissons en faveur des droits de la personne et de l'égalité des sexes et nous nous opposons à la haine, quelle que soit la forme qu'elle prend. Nous nous efforçons de maintenir la paix et nous portons secours à des millions de personnes prises au piège des conflits armés. L'Organisation des Nations Unies a placé la capacité d'évolution et le respect du principe de responsabilité au cœur de l'action qu'elle mène pour mieux venir en aide aux différents pays. L'année prochaine, nous célébrerons le 75e anniversaire de la fondation de l'organisation. Et c'est l'occasion pour nous de repenser l'avenir ensemble. Et en prélude à cette célébration de la journée des Nations Unies, les chefs des Nations Unies ont organisé un déjeuner de presse avec les hommes des médias pour discuter de plusieurs sujets d'actualité. Retour sur quelques images et sons de cette rencontre avec Axel Dancy et Ernest Tétégou. 8h ce mardi, le cercle des chefs d'agence du système des Nations Unies au Bénin se forme. Face aux médias, plusieurs sujets d'intérêt vont meubler leurs discussions, notamment les réformes du système de développement des Nations Unies et la mise en œuvre de l'agenda 2030 en lien avec les droits des enfants. Aujourd'hui, depuis donc le 1er janvier 2019, le système de coordination a une séparation nette entre les rôles de coordonnateurs résidents et les rôles de représentants résidents du PNUD. Donc ça, c'est un élément fort. Ensuite, le deuxième élément, c'est faire de telle sorte qu'il y ait une équipe pays véritablement renforcée, avec plus de synergie pour aider la coordination du système des Nations Unies et accompagner les pays dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et l'agenda de développement 2030. À la cantonade, les échanges vont bon train. Les journalistes et les agents onusiens se prennent d'intérêt pour le jeu de questions-réponses afin de comprendre les actions que mènent les Nations Unies. En termes de l'éducation, nous pouvons noter l'amélioration de l'accès à l'enseignement primaire avec un taux de scolarisation brut qui a pratiquement doublé.
on est passé de 50% de taux de scolarisation brute à 116% de taux de scolarisation entre 1990 et 2017. Plus loin, cette rencontre avec la presse se veut commémorative du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant et des 25 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement. Sur les droits de l'enfant, on a une loupe sur les questions de population, de prévalence contraceptive, de droits des filles, de droits des mamans, de droits des papas. Donc c'est ça qui est en train d'être préparé et le Bénin s'organise pour cette conférence de ce sommet de Nairobi. Des engagements sont en train d'être préparés au plus haut niveau. Il y aura une grande délégation du Bénin à Nairobi. Les échanges entre les membres du système des Nations Unies et les journalistes se sont achevés sur les mots d'espoir pour qu'ensemble, tous mettent en priorité la question liée aux droits des enfants et à l'égalité des filles. Parlons littérature avec ce nouvel ouvrage dans nos librairies depuis quelques mois. Un ouvrage commis sur la vie tant privée que publique du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou. Cette œuvre biographique porte la plume de deux de nos confrères journalistes, Hugues Hector Zogo et Hospice Kwenou Tuedravo. L'un d'eux s'est entretenu avec Patrick Djossou et Monique Toron. Suivant un extrait de cet entretien sur Joseph Djogbenou, l'homme au service de la République. Titre: Joseph Djogbenou. Sous-titre: Au service de la République. Maison d'édition Mémoire Héritage. Co-auteurs: Hospice Kwenou Tuedravo et Hugues Hector Zogo, deux journalistes. Un ouvrage biographique. Cet ouvrage, je dirais qu'il retrace non seulement le parcours politique du professeur Joseph Djogbenou, mais il revient nous faire revivre tout son engagement, le cursus professionnel, les difficultés qu'il a eu à connaître dans la vie active avant de pouvoir aujourd'hui se retrouver à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin. On n'en a fait qu'à. Qu'a est donc fait de la naissance, de l'enfance, de l'adolescence et de la quintessence issue de la vie active de Joseph Djogbenou? Les lecteurs s'en délecteront sans aucun doute. Je suis sûr que tous ceux qui se permettront d'aller acheter ce livre dans nos librairies ne seront pas déçus. De toutes les façons, nous restons ouverts, nous acceptons les critiques, on attend que le retour nous soit fait, qu'il soit favorable ou défavorable sur quelques points que ce soit. Nous allons continuer par travailler. L'essentiel pour nous, c'est des parcours atypiques, de pouvoir rester fidèles à leurs idéaux de départ. Parce que quand vous écrivez sur une personne ou sur une personnalité, il y a une obligation morale pour cette personne-là ou cette personnalité-là de travailler à respecter tout ce qui a été dit dans l'ouvrage et ayant rapport à sa vie. Donc c'est aussi une manière pour nous de faire exprimer notre plume dans l'engagement en invitant le président de la Cour constitutionnelle à ne pas oublier tout ce qu'il a eu à mener comme combat au nom de l'Afrique, au nom de notre pays et de pouvoir donner davantage vie à la liberté parce que c'est ce que nous recherchons tous. Une liberté de découverte offerte dans ce livre de 496 pages avec à la postface Mathurin de Chacus, au prologue Maître Jacob Fidéon et à la préface Maître Olga Anasidé, avocate au barreau du Bénin. Une œuvre dont le bleu ciel de couverture élève au firmament son contenu fleuri de photographies expressives au service de la République. HECM, la Haute École de Commerce et d'Aménagement, fête ses noces de porcelaine. C'est 20 ans de vie au service de la formation des bacheliers et cadres de l'administration. Pour marquer l'événement, les responsables de cette université privée ont organisé un colloque scientifique. Principal sujet, la digitalisation des entreprises africaines. William Tchoki pour le reportage. Elle est née d'une volonté manifeste d'apporter sa pierre à l'édification de la commune-nation, le Bénin. Elle s'est donnée pour mission d'accompagner la formation dans l'enseignement supérieur. 20 ans de formation, de nouveaux bacheliers, des cadres béninois et même ceux de la sous-région, la Haute École de Commerce et de Management, après 2 décennies de parcours, se tourne résolument vers la digitalisation.
La digitalisation est aujourd'hui un élément clé, un élément fondamental du commerce électronique. C'est un outil, une démarche, une stratégie vers un développement économique certain, expose le professeur Félix Iroko, président du conseil scientifique de HECM. L'historien de son État ne manquera pas de livrer à l'auditoire les débuts du numérique et de la digitalisation. L'élément majeur qu'on ne peut pas sous-estimer ici, c'est le retard que les pays africains ont mis avant de se mettre au pas. Alors qu'en Europe, déjà dans les années 70, cela a commencé, beaucoup de milieux se sont ralliés à cette révolution, parce qu'il s'agit d'une véritable révolution sur le plan culturel et numérique. C'est une révolution, une douce révolution. HECM s'inscrit donc désormais dans une démarche de gain de temps. Elle met aussi l'accent sur la qualité et l'excellence, d'où ce colloque scientifique pour nouvelle prise de conscience de l'importance de la digitalisation. Ce colloque est en cohérence avec les réformes contenues dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, qui ambitionne de faire du Bénin à moyen terme une plateforme de services numériques pour toute l'Afrique de l'Ouest. Pour agrémenter les échanges de cette assise scientifique de grande communication, le but ultime, contribuer à une meilleure appropriation du concept par les acteurs des entreprises africaines. 2 bibliothèques nouvellement inaugurées dans la commune d'Abomey-Calavi. Des dons de la Fondation Vallée qui, par le truchement de l'ONG Bénin Excellence, vient offrir à la jeunesse de cette commune un centre multifonctionnel. Henri Fatina et Monique Toron ont suivi la cérémonie d'inauguration, suivant leur reportage. Ces 2 centres, situés respectivement dans les quartiers de Zobadje et Aïmenvo, dans la commune d'Abomey-Calavi, sont à la fois des centres de lecture, de recherche et bien plus encore. Le mot centre culturel et scientifique me paraît le plus adapté et au rang des prochains événements que nous organiserons dans cette bibliothèque figure la plus grande école d'été en intelligence artificielle au mois de juillet et août 2020, accessible gratuitement dès la classe de première. Élèves, étudiants, enseignants, chercheurs d'Afrique francophone en général et du Bénin en particulier peuvent s'y inscrire, car 26 tonnes de livres sont mises à leur disposition par la Fondation Vallée qui intervient aussi au Vietnam. Alors, espérons pas de nous rendre immense service. Il me suit au Vietnam, où nous avons remis 35 000 bourses, où nous avons aussi des bibliothèques, où nous travaillons avec 15 prix Nobel et 2 médailles Fields, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Nous avons eu 360 médailles aux Olympiades de maths, physique, chimie, biologie, informatique. Nous avons eu 260 polytechniciens. Si les populations sont heureuses, il faut constater la satisfaction au niveau des autorités politico-administratives. L'importance d'une telle œuvre, tant pour l'individu que pour la communauté, se passe de commentaires. C'est du reste, entre autres, pourquoi j'ai tenu à dire ces quelques mots pour exprimer ma profonde gratitude à M. Odon Vallée. Passer son temps à la bibliothèque, c'est voyager. Pourquoi dit-on qu'un Africain qui meurt est une bibliothèque qui se perd? Des bourses sont attribuées aux meilleurs élèves des différents examens qui ont lieu au Bénin. Avec ces bibliothèques, la commune d'Abomey-Calavi peut espérer voir s'accroître le nombre de boursiers retenus par la Fondation Vallée et l'ONG Bénin Excellence dans sa commune. Le 17
7 octobre dernier, le Comité national olympique et sportif du Bénin a été distingué à Doha au Qatar. C'était à l'occasion des assises de l'Association des comités nationaux olympiques. De quoi cela retourne? Pourquoi cette distinction? Julien Minavoie, le président du CNOSB, revient ici sur les précisions. À Doha, ce qui s'est passé, c'est que en présence de 1200 délégués constitués des comités, des représentants des comités nationaux olympiques, il y en avait, on comptait les 206 CNO au monde, en présence des fédérations internationales et en présence de toutes les autres structures qui composent cette association, il a été retenu de distinguer 6 dirigeants du comité olympique. C'est ainsi que, par bonheur, je dois souligner que je ne m'y attendais pas du tout. Vous n'êtes pas averti à l'avance. J'ai été cité parmi les récipiendaires que l'ACNO a retenu pour bénéficier de cet hommage en cette édition 2019. Je dois souligner que, de mémoire d'homme, malgré tout l'investissement qui avait été fait pour développer le mouvement sportif et le mouvement olympique national, aucun Béninois n'a atteint cette distinction. L'honneur a été donc grand et l'émotion très grande, surtout que généralement, entre humains, vous savez très bien que quand on met en relief un quelconque membre dans un grand groupe, tous les autres sont portés à se dire qu'est-ce que lui il a fait de mieux que moi, pourquoi c'est lui, et ainsi de suite. Ça n'a pas été mon cas. Ça a été un tonnerre d'applaudissements. Et je vous assure, ce jour, dès que je suis descendu du podium, c'est des félicitations qui fusaient de partout. Félicitations accompagnées de l'expression « Non, toi, tu le mérites ». Et voilà, c'est fini pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. William Tioki sera au rendez-vous à 23h30 pour la dernière édition du jour. Pendant ce temps, restez câblés. Les programmes se poursuivent sur la télévision nationale.